Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Un grand merci aussi évidemment à Johanna Beven et à l'abbaye de m'accueillir et à Jacques-Yves Bellet d'être le meilleur impresario de la revue Esprit en Bretagne. On compte beaucoup sur lui. C'est vrai que c'est difficile quand on parle des États-Unis aujourd'hui de savoir quel est le bon niveau d'information, parce que moi, ça me frappe beaucoup par rapport à il y a quelques années qu'en réalité, on est très, très informé en France sur ce qui se passe aux États-Unis. Parfois, quand on suit les élections américaines, on a l'impression qu'elles se déroulent chez nous. On pourrait demander aux gens pour qui ils souhaitent voter. Et même ce système électoral absolument byzantin auquel on ne comprenait rien il y a encore quelques années, c'est vrai que maintenant, on a eu des infographies formidables pour nous expliquer les votes au collège électoral. Et voilà. Et donc, je pense que vous savez déjà tous un grand nombre de choses sur la situation aux États-Unis. Donc, je vais me risquer à faire quelques remarques effectivement en introduction, et puis on m'arrêtera si je parle trop ou on me relancera si je ne parle pas assez. Mais je me suis dit que pour vous présenter ma perspective sur la situation ce soir, j'allais essayer aussi de me laisser guider par le travail que la revue Esprit a fait ou pas sur les États-Unis ces 2 dernières années. Donc moi, j'ai vécu aux États-Unis enfant, puis adolescente, puis jeune étudiante, mais en réalité, je n'y suis pas retournée depuis 2012. Et donc, ce que je sais des États-Unis, je le sais comme vous, en m'informant dans les journaux ou auprès de très bonnes revues, car il y a de très bonnes revues aux États-Unis. Et puis, je me suis dit que ce qu'on avait choisi de publier dans la revue, finalement, c'était un assez bon guide de ce qui me paraît important pour comprendre la situation politique aux États-Unis ces dernières années. Alors, on a fait un numéro consacré aux États-Unis il y a un moment maintenant, en octobre 2016, qui s'intitulait Les États des Unis d'Amérique. Et donc là, on était dans la période qui précédait cette fameuse élection qui a porté Trump au pouvoir, mais on était déjà dans le mouvement où tout le monde parlait du Brexit et où on était tous un peu sous le choc de cette espèce de montée des populismes ou de révolte, en tout cas contre la mondialisation libérale qui venait des deux pays qui en semblaient être les auteurs. Donc, c'était d'autant plus frappant de voir cette révolte contre la mondialisation libérale venir au Royaume-Uni, aux États-Unis, dont on se dit que c'est eux les acteurs et les propagateurs de ce système. Et on avait donc voulu consacrer un numéro à la situation aux États-Unis. Et vous voyez qu'on s'était déjà arrêté sur cette idée de désunion, qu'il y avait un état de division, de fragmentation, de polarisation accrue aux États-Unis. Et ce numéro, finalement, on l'a fait sans savoir du tout que Trump serait élu, pas plus que d'autres. Mais c'est intéressant de voir que quand on le relit, sachant que Trump a été élu, en fait, le diagnostic qui avait été posé par un ensemble d'auteurs français et américains n'était pas si mauvais que ça. Et puis, on est revenu sur la question des États-Unis dans un autre numéro en mai 2017, qu'on avait intitulé L'Amérique en dissidence. Donc là, Trump avait été élu, la situation était un peu différente. On était très frappés de voir un certain nombre d'intellectuels, mais aussi de responsables politiques, de diplomates, de juges, entrer en dissidence contre l'administration Trump. C'était, souvenez-vous, immédiatement après son élection, il avait fait passer ce Muslim ban, la loi qui empêchait de laisser entrer sur le territoire américain les ressortissants d'une série de pays musulmans, et des citoyens, des associations, mais aussi des juges étaient entrés très vite en dissidence contre cette mesure de Trump. Et l'hypothèse qu'on voulait tester dans ce numéro de mai 2017, c'était savoir justement jusqu'où les institutions américaines, le corps politique américain, la culture politique américaine et les institutions de la démocratie finalement seraient capables de résister à ce personnage dont on sentait déjà qu'il était hors norme, mais on ne savait pas encore à quel point. Mais en dehors de ces deux numéros, sur cette question de, je dis tout de suite, sur cette question de est-ce que les institutions ont résisté à Trump,
Ce que je peux dire très rapidement, c'est que d'un côté, oui, mais de l'autre, non. Moi, je ne suis pas sûre qu'elles aient si bien tenu la route. Alors, certes, on a vu une alternance et Joe Biden a pu s'installer à la Maison-Blanche, mais pas sans difficulté, comme on le sait. Et donc, je pense qu'il faut avoir une appréciation un peu mitigée, nuancée, sur la solidité des institutions américaines aujourd'hui. Mais en dehors de ces deux dossiers qu'on a consacrés spécifiquement aux États-Unis, il y a un certain nombre d'auteurs, et notamment d'auteurs américains, qui nous ont donné des textes importants ces 2 dernières années. Alors, on a une sorte de correspondant aux États-Unis, Michael Berendt, qui nous donne des textes tous les 2-3 mois et qui vient d'en signer un dans le dernier numéro de décembre sur le fameux mouvement woke qui fait tellement parler de lui. Et je trouve son texte très intéressant parce qu'il met ça très bien en perspective historique en faisant une comparaison entre les militants racistes, antiracistes aujourd'hui et les révolutionnaires français en 1789. Donc, Michael Berendt fait partie des gens qui nous donnent régulièrement des éclairages sur la situation aux États-Unis. Et puis, on a publié aussi un texte important, je crois, de Nancy Fraser, qui revenait sur la question des inégalités aux États-Unis. Aussi un texte de Michel Rosenfeld, qui est un professeur de droit constitutionnel qui vit et qui travaille à New York, qui nous a donné un autre texte très intéressant. Un texte de Thomas Frank sur le populisme, un texte de Mitchell Cohen. Donc tout ça, ce sont des auteurs américains qui, de loin en loin, nous ont envoyé des lettres des États-Unis qui permettent d'y voir plus clair. Et je vais essayer de m'appuyer sur tout ça pour vous donner ma perspective sur la situation. Alors, je fais 3 remarques d'entrée. Le sujet qu'on m'a donné ce soir, c'est « Après Trump, que reste-t-il du rêve américain ?» Alors, pour dire tout de suite qu'en termes de rêve, effectivement, on est peut-être entré dans une forme de cauchemar, comme le décrit Paul Auster. C'est-à-dire que je pense, en effet, que les États-Unis sont dans une très mauvaise passe en ce moment. Je pense qu'ils sont entrés dans une crise politique et sociale profonde et grave. Je pense également que Trump est à la fois une incarnation de cette crise, il l'a très bien incarnée, mais que c'est très important de ne pas penser que Trump était une parenthèse malheureuse qu'on a refermée et donc tout va bien. Trump était au moins autant un symptôme de ce qui se passe aux États-Unis qu'une cause. Ce qu'il y a, c'est qu'il était un symptôme d'une crise que ces 4 ans de gouvernement chaotique sont venus aggraver encore. Donc, il faut voir au-delà de Trump, il faut se dire le mal vient de plus loin, mais bien percevoir aussi qu'on n'en a pas tout à fait fini avec Trump, donc Trump lui-même, mais je ne suis pas sûre qu'on en ait fini avec le personnage lui-même, et encore moins avec le mouvement auquel il a prêté son visage. Et là, je m'arrête un instant pour dire ces élections 2020, c'était il y a 1 an en fait, c'est novembre 2020. Ce sont des élections qui représentent vraiment un événement important et en partie traumatique pour les États-Unis, en partie traumatique parce qu'il y a aussi beaucoup de bons dans ces élections. Mais bien voir qu'elles se sont déroulées dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et inédites, parce que Trump, bien sûr, qui avait commencé à agiter les foules en disant à l'avance, même 6 mois à l'avance, que s'il perdait, ce serait parce que les élections seraient truquées, et ça tenait de la prophétie autoréalisatrice, mais beaucoup aussi en raison de l'épidémie. Bien garder en tête les circonstances épidémiques dans lesquelles se sont déroulées ces élections, ce qui impliquait des grandes difficultés pour se rendre aux urnes, avec toute la polémique que ça a créée sur le vote par correspondance. Mais c'est encore plus important dans ces circonstances de se souvenir que l'abstention a été beaucoup moins importante qu'elle n'est d'habitude. Vous savez qu'il y a un vrai problème d'abstention dans les élections aux États-Unis, et ça ne date pas d'hier, et que là, en réalité, la participation électorale a été très conséquente, beaucoup plus que d'habitude, ce qui montre bien qu'il y avait quelque chose d'existentiel dans cette élection. Les Américains avaient le sentiment que c'était l'avenir de la démocratie qui se jouait dans ces élections,
les pro-Trump, les anti-Trump, et que c'était vraiment une élection historique. Et je le pense en effet. Et j'ai trouvé dans un premier temps que c'était remarquable qu'elle se déroule sans violence quand on était le nez sur les élections. Autre fait remarquable sur ces élections, ce qui s'est passé dans certains États, qui est très révélateur de la mutation en cours aux États-Unis, de la mutation de la société américaine, et je pense en particulier à la Géorgie, qui était sous le feu des projecteurs, donc un État du Sud profond, et qui a fini par basculer dans le giron démocrate, mais ça représentait un mouvement très important. Ça dit quelque chose sur le changement démographique, l'arrivée d'électeurs plus jeunes, de minorités plus nombreuses. C'était très significatif que la Géorgie bascule du côté des démocrates. Et évidemment, ces élections 2020, elles ont conduit ensuite aux violences que l'on sait et à l'insurrection au Congrès en janvier 2020. Je vois aujourd'hui que la tonalité des discussions sur cette insurrection au Congrès est en train de changer un peu, et qu'on commence à entendre des voix qui minorent l'importance de cet événement. Oui, mais c'était pas sérieux, c'était une sorte de carnaval, c'était des guignols qui se promenaient dans les couloirs. Et c'est vrai que ça avait un air de carnaval, tout ça filmé sur les téléphones portables. Ça a aussi été un épisode d'une grande violence, dans ce qu'il faut considérer comme un sanctuaire de la démocratie américaine qui est extrêmement ritualisé. Donc, c'est s'en prendre à la Constitution, à ce rituel démocratique américain de la transmission pacifique du pouvoir. Donc, moi, je pense que ce qui s'est passé au Congrès était très grave, et les condamnations qui commencent à tomber maintenant, puisqu'il y a eu une série de procès et qu'on voit qu'un certain nombre des instigateurs de cette rébellion sont plutôt lourdement sanctionnés par la justice, ça va dans le sens de cette interprétation aussi, que c'était un événement tout à fait inquiétant, dont on espère qu'il n'est pas le signe avant-coureur de violences plus graves, mais enfin, l'avenir n'est pas écrit. Donc, si on se dit, 1, les États-Unis sont dans une très mauvaise passe, 2, Trump, ça n'était pas juste une parenthèse. Je voudrais dire aussi, 3, quelles sont les chances que Biden parvienne à tirer les États-Unis de ce mauvais pas? Eh bien, là encore, je pense que l'avenir n'est pas écrit. J'ai fait partie des gens qui pensaient que Biden était un candidat un peu falot, trop âgé, un vieux briscard de la politique, qui ne pourrait pas réconcilier les États-Unis. Et j'ai fait partie aussi de ceux qui ont été plutôt admiratifs de son attitude dans la campagne d'abord, quand il a pris les rênes du pays ensuite, de l'ambition de son programme, qui est vraiment un programme de transformation. Et donc, je lui souhaite énormément de réussir, en même temps que je vois bien la taille et la nature des obstacles qu'il va lui falloir franchir pour effectivement remettre les États-Unis sur une meilleure voie. Tout ceci étant dit, je crois aussi que l'histoire américaine et l'histoire des États-Unis est bien sûr beaucoup moins longue que la nôtre, mais ils commencent quand même à avoir 2 siècles et demi d'histoire politique derrière eux. Et il faut toujours avoir à l'esprit que la démocratie américaine en a vu d'autres. Elle a traversé d'autres crises très graves et peut-être existentielles, et que l'avenir n'est pas écrit. Et je voudrais évoquer ici un auteur qui a beaucoup compté pour la revue Esprit, qui est Pierre Asner, qui était philosophe et spécialiste des relations internationales et en réalité un des meilleurs connaisseurs de la vie politique américaine, dont il parlait très bien. Il a notamment écrit très bien sur les néoconservateurs et ce qui s'était passé au moment des guerres de Bush, de l'Irak, cette tentative de remodeler le Moyen-Orient, etc. Et Pierre Asner aimait à souligner le caractère cyclique de l'histoire des États-Unis.
en disant que les États-Unis étaient toujours passés par des phases d'introspection, de repli sur eux, d'isolationnisme, et des phases d'expansion, des phases d'extraversion et d'expansion. Et c'est une clé assez utile pour comprendre ces mouvements cycliques dans l'histoire des États-Unis. Donc là, on serait sorti d'un moment d'expansion et de nouveau dans un moment d'introspection et de repli. Mais enfin, le phénix peut sans doute renaître de ses cendres. En tout cas, voilà, l'avenir n'est pas écrit. Et cela dit, il me semble très utile de penser à des épisodes du passé, justement. Et je pense que la situation dans laquelle les États-Unis sont aujourd'hui peut nous inviter à revisiter au moins 3 époques distinctes. Donc, j'en dirai un mot supplémentaire tout à l'heure. D'abord, l'époque de la guerre du Vietnam, où les États-Unis ont eu ce moment de doute, un moment de division interne, de révolte, de crise générationnelle et de doute, en fait, sur leur fameuse mission, leur fameux exceptionnalisme, leur fameux messianisme, ce qu'on a appelé le malaise du Vietnam, l'ère du malaise, l'ère Carter, dont Ronald Reagan était très fier d'avoir réussi à tirer les États-Unis avec tous ses slogans « It's morning in America ». C'était enfin tourner la page de cette ère du malaise post-guerre du Vietnam. Et je pense que le parallèle est éclairant. Un deuxième épisode historique auquel il peut être utile de se référer, à mon sens, c'est la guerre de sécession. Alors là, ça nous ramène beaucoup plus loin en arrière, mais à plusieurs égards, l'époque actuelle, je crois, nous invite à repenser à la guerre de sécession, à ce qui avait conduit les États-Unis à cette guerre civile, à la façon dont ils ont réussi à en sortir aussi avec cette période extrêmement houleuse qui a suivi la guerre de sécession, qui était la période de la reconstruction, où il y a eu des débats extrêmement vifs et un état de division et de polarisation politique qui rappelle aussi l'époque actuelle. Et enfin, autre épisode historique, donc je vous l'ai dit dans le désordre, mais c'est le New Deal de Franklin Roosevelt. Et vous savez qu'on a souvent comparé Joe Biden à Franklin Roosevelt pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais je pense qu'en tout cas, c'est intéressant de se demander si Joe Biden pourrait être un nouveau Franklin Roosevelt, sachant qu'on s'était déjà posé cette question sur Barack Obama. Et que Barack Obama a plutôt déçu de ce point de vue-là. Il n'a pas réussi à être la nouvelle incarnation d'un grand président démocrate qui réconcilierait les États-Unis avec leur histoire, avec leur mission pour l'humanité. Alors, je vais donc organiser mes remarques en 3 temps. Parler d'abord de la situation des États-Unis dans le domaine international, puis redire quelques mots sur Trump, puis sur Biden. Alors, et tu m'arrêteras si je parle trop longtemps. Alors, la première série de remarques que je voulais faire, c'était sur ce fameux repli des États-Unis sur la scène internationale, relatif retrait de la puissance américaine. Je pense ici, en termes d'événements récents et très frappants, évidemment, au retrait précipité d'Afghanistan, qui a coïncidé avec la commémoration du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Et ce sentiment qu'on a tous eu avec ce retrait d'Afghanistan, avec 20 ans de guerre pour rien, en quelque sorte, qu'un cycle, qu'une boucle se bouclait, qu'un cycle se terminait là, qui était le cycle dans lequel les États-Unis sont entrés à partir des attentats du 11 septembre, le cycle de cet aventurisme militaire. Donc, c'est à la fois le terrorisme et ce que ces attentats du 11 septembre ont fait aux États-Unis, mais aussi, bien sûr, leur réaction aux attentats du 11 septembre,
et les aventures militaires dans lesquelles ils se sont précipités, c'est tout ça c'est cette boucle qui s'est bouclée quand ils se sont retirés d'Afghanistan. Alors, le retrait d'Afghanistan signifiait pour moi, évidemment, et je ne vous dis rien là de très original, l'échec total de ce qui avait été cette politique des néoconservateurs, cette ambition de promouvoir la démocratie à l'étranger. Donc, Woodrow Wilson voulait juste rendre le monde sûr pour la démocratie, mais là, il s'agissait vraiment d'aller remodeler le monde en exportant la démocratie à la pointe de la baïonnette, comme disait Pierre Asner, justement, qui parlait à propos des guerres de l'administration Bush, de wilsonisme beauté. Donc, c'était un projet de promotion de la démocratie, et c'était un projet de promotion de la démocratie par l'intervention militaire. Alors, ça a échoué dans les grandes largeurs, et on peut revenir plus en détail sur les chiffres précis si vous le souhaitez, mais je crois que l'idée générale, c'est juste de souligner que le bilan humain en vie de soldats perdus, le bilan financier, le bilan moral de ces aventures en Irak et en Afghanistan a été très lourd, et qu'il y a eu pour les États-Unis une perte de crédit évident dans le monde, qu'ils ne peuvent plus prétendre à l'exemplarité, mais que cette perte de crédit des États-Unis dans le monde, elle a été très durement ressentie aussi aux États-Unis même. Et ça, c'est ce qu'on a bien vu dans une série de sondages qui sont parus justement à la rentrée. C'est une perte de confiance aussi de la population américaine dans ses dirigeants. Et je pense que le rejet des interventions militaires qui n'ont conduit à rien est très profond dans la population américaine, et qu'il est vraiment une clé d'explication de l'élection de Donald Trump, par exemple. Alors, on connaît cette histoire, mais je voudrais juste souligner que les aventures militaires dans lesquelles l'administration Bush s'était lancée immédiatement après le 11 septembre, elles aussi, elles venaient de plus loin, en un sens. C'est-à-dire qu'elles avaient germé déjà dans les années 90, parce que les États-Unis étaient obsédés après la chute du mur de Berlin, par l'idée que d'un monde bipolaire, on était passé à un monde unipolaire. Ils étaient donc l'hégémon, la puissance dominante, et ils se sont mis à alimenter une peur du déclin. Donc, il y a eu tout un moment décliniste et toute une littérature de relations internationales pour expliquer ce que les États-Unis devaient faire à partir de maintenant pour ne pas risquer de perdre leur suprématie, ne pas risquer d'être concurrencés ou dépassés par une autre puissance. C'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, par exemple, on a publié un grand nombre de livres sur le thème grandeur et décadence de l'Empire britannique, grandeur et décadence de l'Empire romain. Donc, c'était réellement une sorte d'obsession que les États-Unis étaient au fait de leur puissance dans les années 90 et qu'ils risquaient de la perdre. Et c'est donc voilà, il y a eu toute une littérature du moment unipolaire, et c'est dans ce contexte que l'idéologie néoconservatrice a fleuri. Et ensuite, ce qui s'est passé au moment de l'administration Bush, c'est que les attentats du 11 septembre et la très grande émotion populaire qui a suivi les attentats du 11 septembre a permis que s'accordent trois groupes qui jusque-là étaient distincts. Donc, dans l'administration Bush, les néoconservateurs, et on peut en parler davantage si ça vous intéresse, des gens qu'on décrirait aujourd'hui comme des faucons nationalistes purs et durs, comme Donald Rumsfeld ou Dick Cheney, et dont un certain nombre avaient des liens pas tout à fait clairs, il faut bien le dire, avec des grandes sociétés militaires.
ou de surveillance ou de reconstruction. Donc, on sait qu'il y a aussi cette dimension dans ces aventures-là. Et puis, la droite religieuse millénariste. Et donc, ces trois groupes qui sont distincts et qui n'étaient pas d'accord sur grand-chose avant, à ce moment-là, ont réussi à se mettre d'accord. Et c'est le fait qu'ils soutenaient tous les trois la guerre en Irak en particulier, hein, parce qu'il faut un peu distinguer l'Afghanistan et l'Irak. Mais c'est le fait que les trois s'accordent pour soutenir la guerre en Irak qui a fait que les États-Unis sont partis faire la guerre en Irak. Donc, il y a eu évidemment à l'époque énormément d'arrogance, énormément d'ignorance. Énormément d'aveuglement. La commission ensuite qui a enquêté sur les attentats du 11 septembre a beaucoup souligné le manque d'experts qui parlaient l'arabe, le fait de ne pas avoir écouté les conseillers qui connaissaient ces pays, qui avaient dit ce qui allait se passer si on touchait à l'équilibre entre chiites et sunnites. Enfin bon, donc il y a eu arrogance, il y a eu aveuglement et ça a mené au désastre qu'on sait. Je crois que Barack Obama, quand il est arrivé au pouvoir, a gagné les élections, lui aussi, en grande partie sur le fait qu'il avait pris le contre-pied de cette posture d'arrogance unilatéraliste de l'administration Bush. Donc Barack Obama, lui, avait compris qu'on entrait dans ce que certains de ses proches conseillers ont appelé le monde post-américain. C'était une expression notamment de Fareed Zakaria. Il était lui-même d'ailleurs une sorte de visage du monde post-américain, Barack Obama, étant donc en partie africain, en partie hawaïen, et on sait qu'il est aussi l'auteur de la fameuse stratégie du pivot vers l'Asie. Donc, à cet égard, c'était un président beaucoup plus moderne et on se souvient d'une série de très grands discours qu'il a prononcés, notamment le discours du Caire, pour bien préciser que nous n'étions pas dans une guerre de civilisation, que les États-Unis n'étaient pas partis en croisade contre l'islam. Et donc, au plan du discours, Barack Obama était tout à fait prêt et déterminé, lui aussi, à tourner la page de cet aventurisme militaire de Bush, mais il avait également pris un certain nombre d'engagements. Il a également poursuivi la guerre contre le terrorisme par d'autres moyens. Et donc, la politique des assassinats ciblés, les drones, tout ça, c'est aussi sous l'administration de Barack Obama que ça s'est produit. Et donc, il avait aussi, je crois, ses ambivalences et ses zones d'ombre en matière de politique étrangère. Et je voudrais juste ici souligner le point tournant qu'a représenté ce moment où le régime de Bachar el-Assad en Syrie a franchi la fameuse ligne rouge que Barack Obama avait définie lui-même, a utilisé les armes chimiques contre les civils et les États-Unis ont choisi de ne pas intervenir alors qu'ils avaient posé cette ligne rouge, que la France, par exemple, était prête à intervenir à leur côté. L'allié britannique faisant un peu défaut à ce moment-là, l'accord du Congrès étant incertain, Barack Obama a décidé de ne pas intervenir et je crois que ça marque aussi un point tournant pour le crédit des États-Unis dans la région auprès de leurs alliés et dans le monde entier. Et je pense aussi que ce moment où les États-Unis ne sont pas intervenus en Syrie explique beaucoup de l'aventurisme en retour de puissances antidémocratiques qui sont tout à fait à l'offensive aujourd'hui. Si vous dites, voilà, ils ne sont pas allés en Syrie, mais par contre, les Russes ont envahi l'Ukraine. Et les Chinois ont décidé de reprendre Hong Kong en main. Donc, quand la puissance américaine recule, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le reste du monde. C'est juste ce que je voulais souligner ici. Alors, notre Joe Biden ici, ce que je voudrais signaler en faisant ce long retour en arrière, c'est le point auquel il hérite d'une séquence diplomatique déjà longue et compliquée, dans laquelle des présidents très différents les uns des autres en termes de style personnel, de vision du monde, de couleur politique. Si vous prenez la succession George Bush, Barack Obama, Donald Trump, vous voyez bien que vous avez trois personnalités extrêmement différentes, trois visions du monde extrêmement différentes, mais chacun à sa façon
ils ont poursuivi cette même politique, donc volontairement ou pas volontairement, consciemment ou pas consciemment, de relatif repli, retrait de la puissance américaine dans le monde. Donc l'aventurisme de Bush, la retenue stratégique de Barack Obama, le nationalisme chaotique de Trump conduisent au même point, que les États-Unis ont choisi de se recentrer sur leur situation nationale, sur leurs difficultés à la maison. C'est très intéressant d'entendre cette expression nation building at home. Voilà, on a voulu faire du nation building en Irak. On n'y est pas arrivé, ça a été un échec, mais maintenant, l'urgence et la priorité pour nous, c'est de faire du nation building at home, parce que la démocratie américaine, elle aussi, a grand besoin d'être réparée. Alors, je crois que c'est vraiment la vision dont Joe Biden est porteur, avec de vraies nuances par rapport à l'isolationnisme ou à l'unilatéralisme de Trump ou à son goût immodéré pour les tyrans qui sont ses meilleurs amis. Donc, bien sûr, Joe Biden est un président très différent de ce point de vue-là, mais il me semble qu'il a également choisi de se concentrer sur la situation nationale, quand même de réparer un certain nombre d'alliances, d'essayer de redonner vie au multilatéralisme qui ne va pas très bien, et bien sûr de donner la priorité à cette rivalité, confrontation avec la Chine, rivalité tournant à la confrontation. Donc la Chine est le sujet numéro 1 de politique étrangère américaine, à tel point que c'en est une obsession, et tout le reste est conditionné par ça. Donc on l'a vu, et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais je voudrais juste souligner que Joe Biden avait donné un grand et bel article à Foreign Affairs avant son élection, qui expliquait sa vision justement de la politique étrangère américaine maintenant. J'oublie quel était le titre de cet article, mais il a été publié au printemps qui a précédé les élections de novembre 2020. Et c'était très frappant en fait de voir dans cet article le point auquel Joe Biden développait l'idée que les questions internes et les questions externes étaient maintenant inextricables en réalité, qu'un certain nombre de défis étaient à la fois globaux et locaux. Et il disait beaucoup qu'il voulait conduire, qu'il entendait conduire une politique étrangère qui serait favorable aux classes moyennes américaines. Foreign policy for the middle classes, ce qui est quand même un peu étonnant comme formulation. Et à certains titres, c'est une reformulation de ce que dit Donald Trump quand il dit America First. C'est dire je vais conduire une politique étrangère qui consiste à défendre les intérêts des États-Unis, l'emploi américain et les classes moyennes américaines. Donc, on retrouve bien là ce thème du nation building at home. Mais je crois aussi qu'on retrouve dans cet article et dans un certain nombre d'autres déclarations que Joe Biden a faites avant son élection et depuis qu'il a été élu, un diagnostic tout à fait juste de la situation dans laquelle sont les États-Unis, c'est-à-dire que je pense que Joe Biden prend acte du fait que les États-Unis traversent une crise grave et profonde. Et là, vous savez qu'il animait un sommet pour la démocratie sur Zoom hier et aujourd'hui. Et à nouveau, donc on a pu critiquer ce sommet pour la démocratie pour des raisons X ou Y, mais à nouveau, c'était très frappant de voir qu'il y a quand même une sorte de tonalité de modestie. On est très loin de l'arrogance d'un George W. Bush. Je pense que Joe Biden et son administration sont très conscients de cette perte de crédit des États-Unis à travers le monde. Et que leur exemplarité en a pris un coup. Donc, je rappelle juste ce parallèle avec la guerre du Vietnam. C'est ce même moment de doute, ce même moment de division interne, de révolte interne contre les guerres qui ont été menées à l'étranger, peut-être pour rien,
Donc, très fort contraste avec la situation dans laquelle les États-Unis étaient au sortir de la Seconde Guerre mondiale, où ils avaient mené une guerre juste. Là, ils ont mené des guerres injustes, et je crois qu'ils le savent. Sur le plan intérieur, maintenant, je voudrais vous reparler donc de ces 4 ans d'administration Trump, sur lesquels on sait beaucoup de choses déjà. Mais vous en parlez justement à l'ombre de la guerre de sécession, enfin, en les mettant un peu en perspective avec cette période de la guerre de sécession dont je vous ai dit que je pensais qu'elle présentait des points de comparaison intéressants. Alors, l'événement récent auquel je pense là, qui nous a également frappé sur tous nos écrans de télévision, c'est évidemment l'insurrection au Capitole, cette insurrection violente. Et qui a marqué une sorte de climax inversé, de paroxysme négatif des politiques de 4 ans de politique chaotique où le président des États-Unis, censément gardien des institutions, a semblé œuvrer à les défaire, à les saper, à miner la confiance que les Américains pouvaient avoir en elle depuis le premier jour jusqu'au dernier. Alors, qu'est-ce qui avait rendu l'élection de ce personnage hors norme possible? On a beaucoup glosé là-dessus et vous avez certainement lu, entendu un certain nombre de choses déjà. Je voudrais m'arrêter juste sur 4 choses que cette élection à la fois, enfin, qui expliquent qu'elle ait été rendue possible et en même temps qu'elle a révélé que ces 4 ans d'administration Trump ont révélé et aggravé. D'abord, donc, l'état de division dans lequel sont les États-Unis. Alors, ce à quoi je vous renverrai volontiers pour illustrer ça, c'est ces cartes qu'on voit très souvent maintenant avec les États bleus, les États rouges, les États bleus démocrates, les États rouges républicains, où on lit très bien un certain nombre de divisions profondes. Donc, d'abord, évidemment, entre le heartland, l'Amérique profonde, et l'Amérique des franges côtières et des grandes métropoles qui sont sur les côtes atlantiques et pacifiques. Parler de cette division entre le heartland et les grandes villes, les grandes métropoles côtières, c'est aussi évidemment parler de la fracture entre une population largement blanche, chrétienne, quoique en voie de sécularisation, même si c'est arrivé plus tard aux États-Unis. Les États-Unis sont également en voie de sécularisation, et la population des grandes métropoles qui est beaucoup plus multiculturelle, multiraciale, multiethnique, multireligieuse ou sans religion. Donc, c'est effectivement 2 visages des États-Unis. Moi, j'ai trouvé très frappant, par exemple, vous voyez que les cartes de regain de l'épidémie sont aussi des cartes rouges et bleues. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut faire une lecture maintenant de la situation épidémique aux États-Unis. Ce sont les mêmes. Ce sont les États rouges et les États bleus. Donc, les États bleus démocrates, où l'épidémie a été gérée de manière un peu différente, elle est mieux sous contrôle. Et on voit que dans les États rouges, ça repart de plus belle. Donc, l'idée que même l'épidémie est devenue politique aux États-Unis, je pense que c'est assez saisissant. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça pose des problèmes au système électoral américain, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de représentation, donc sans entrer dans des schémas trop compliqués, et puis je vois l'heure qui tourne. Vous savez que le fédéralisme américain fait que dans le système électoral, on prend en compte à la fois la population au niveau de chaque État, et puis ensuite, il y a le Sénat qui est une chambre où tous les États pèsent du même poids. Mais ça veut dire littéralement aujourd'hui qu'un électeur du Wyoming ne compte pas autant qu'un électeur de Californie ou un électeur de New York. Donc, on est arrivé dans un système, et c'est vraiment ça qui a rendu l'élection de Donald Trump possible. Et vous savez que depuis quelques élections, ce n'est pas le candidat qui gagne le vote populaire, qui a le plus de suffrages à travers le pays, qui finit par être élu président des États-Unis par le
le jeu du collège électoral. Mais donc, il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent pour réformer ce système électoral et faire en sorte qu'on change l'attribution du nombre de votes électoraux par rapport à la population pour ne plus donner ce poids démesuré aux petits États par rapport aux grands. Alors, changer les institutions américaines, c'est très compliqué, mais quand certains Américains aujourd'hui ont l'impression de ne pas ou de ne plus être représentés, on peut se dire aussi que sur le plan arithmétique, c'est vrai que tout le monde n'est pas représenté de la même façon, mais enfin, c'est la logique du fédéralisme. Alors, cet état de division, c'est aussi un état de polarisation politique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et ce que je veux dire là, c'est que depuis à peu près les années Clinton, on va vers une polarisation où il est devenu impossible pour le Parti républicain et le Parti démocrate de travailler ensemble sur un certain nombre de grands sujets d'intérêt pour le pays, et que tout ce qui était possible autrefois en termes de politique bipartisane, de compromis entre les deux partis, est devenu de plus en plus difficile. Donc on a une situation un peu paradoxale où l'électorat américain serait largement centriste. On dit le plus grand parti aux États-Unis, c'est le parti des indépendants. Mais par contre, parti républicain comme parti démocrate, au moment des élections, tiennent des discours qui sont des discours de plus en plus polarisés, où ils parlent à leurs ailes extrêmes. Donc, ils sont en voie de radicalisation. Alors là encore, il faudrait que des spécialistes de sciences politiques, beaucoup plus pointus que moi, vous expliquent comment ça marche. Mais je pense quand même que c'est lié à deux choses. Le système des primaires, d'abord le fait qu'on est en campagne permanente, le système des primaires dans lesquels les candidats sont choisis d'abord par la base partisane, donc par les militants, et non pas par cet électorat centriste plus ou moins dépolitisé qui finit par voter dans la vraie élection. Et puis la question de l'argent en politique, la question du financement des campagnes électorales, où on a vu que les sommes que cela coûte d'être élu, pas seulement comme président, mais comme représentant, comme sénateur, comme gouverneur, donc on a vu grimper les frais de campagne d'une manière astronomique. C'est de pire en pire. Et la Cour suprême des États-Unis, très loin de mettre en place des verrous ou des limitations à la façon dont l'argent irrigue totalement la politique américaine, a plutôt été en sens inverse toutes ces dernières années, et notamment en autorisant dans un arrêt célèbre, Citizens United, les entreprises américaines à verser de l'argent à des fonds de soutien qui ne sont pas censés soutenir directement un candidat, mais enfin, ce n'est pas si compliqué que ça, au motif que les entreprises avaient droit à la liberté d'expression, ce qui est quand même, enfin, pour moi, une façon de légaliser la corruption, tout simplement. C'est-à-dire, c'est normal qu'une grande entreprise ou qu'un grand lobby vote pour tel ou tel candidat. On ne sait pas s'il lui demandera quelque chose en échange, hein, mais c'est normal, il suffit que ce soit déclaré, n'est-ce pas, parce que les entreprises ont droit à la liberté d'opinion. Donc, je n'insiste pas sur ce point, mais je pense que sans ce système de financement des campagnes, nous n'aurions pas eu Donald Trump. Donald Trump a été élu parce qu'il y avait de grands intérêts financiers derrière qui, à un moment donné, ont misé sur ce candidat. Et Donald Trump a également été élu parce qu'il y avait un système médiatique en place qui a permis de faire élire Donald Trump. Alors, le paysage médiatique aux États-Unis depuis les années 90 à nouveau, c'est assez compliqué à décrire, mais c'est un paysage dans lequel il y a eu beaucoup de privatisation, beaucoup de fusion, beaucoup de concentration, et l'apparition d'acteurs comme Fox News, qui réellement, pour le Parti républicain, fait la pluie et le beau temps. Donc, 90% des élus du Parti républicain, je crois, s'informent uniquement sur Fox News. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Fox News, mais ça dit quand même quelque chose. Pour être honnête, le pendant de Fox News, c'est MSNBC,
qui est également hystérique et partisan, mais à gauche. Et il y a eu un certain nombre de cartes très intéressantes qui montrent, par exemple, ce qui s'est passé dans les comtés et les États où on a vu disparaître la presse régionale. Et en fait, il y a une vraie corrélation entre les endroits où il n'y a plus de presse régionale et le vote Trump, et non seulement le vote Trump, mais le conspirationnisme. Donc ça dit quelque chose aussi d'un paysage médiatique extrêmement fragmenté, où les gens sont enfermés dans des bulles d'affinité. Et à cet égard, donc, on a beaucoup glosé aussi sur le point auquel Trump était une créature des réseaux sociaux et le point auquel lui aussi a accéléré ce mouvement en prenant l'habitude de s'adresser directement à la population sur Twitter. Mais là, je voudrais juste souligner que Trump est d'abord une créature de la télévision, et que c'est vraiment la façon dont les réseaux sociaux prennent le relais sur la télévision. C'est parce que c'était une superstar de télévision qu'il a été élu, et qu'ensuite, il y a un relais qui se fait entre les clips de télé. Voilà. Mais donc, toute ressemblance avec une situation qu'on connaîtrait en ce moment en France est purement fortuite, et n'y prêtez pas la moindre attention, mais enfin quand même. Non, je pense que la ressemblance est réelle et qu'il faut réfléchir à la façon dont ce sont des réseaux, des intérêts économiques et certains médias qui ont permis de faire élire Trump. Alors tout ça nous mène à l'élection de 2020 et à cette idée que Trump a colporté partout que l'élection aurait été truquée. Donc on sait que c'est faux. Mais ce qui est important, c'est pas que ce soit faux, c'est que les gens le croient. Et j'ai regardé un sondage encore récemment, donc pareil, si vous voulez des chiffres, je les sortirai, mais voilà, 68% des élus républicains, non, des électeurs républicains sondés aujourd'hui pensent encore que l'élection a été volée. C'est énorme, c'est énorme. On le sait que l'élection n'a pas été volée, on le sait qu'elle n'a pas été truquée. Tous les procès intentés par les équipes de Trump ont été perdus, mais c'est pas grave, les gens le croient. Et donc là, c'est Michael Berendt qui nous avait donné un article très intéressant où il comparait cette histoire de l'élection volée à la cause perdue des sudistes après la guerre de sécession. Donc j'y viens, il disait, après la guerre de sécession, on a créé très vite une sorte de mythe de la cause perdue, que finalement les sudistes avaient mené cette guerre de sécession, pas du tout parce qu'ils étaient esclavagistes et qu'ils voulaient sauver ce système qui était au cœur de leur système économique, mais parce qu'ils voulaient sauver un mode de vie agraire, aristocratique, qui n'était pas comme le mode de vie décadent des nouvelles Babylone, qui étaient les grandes métropoles. Et donc, en fait, la cause des sudistes était une cause noble et elle avait été perdue, mais par des héros au grand cœur. Et c'est ce qui a donné toutes ces statues de généraux sudistes que certains jeunes militants veulent déboulonner par les temps qui courent. C'est ce mythe qui s'est créé dans les années après la guerre de la cause perdue et qui a continué de nourrir un ressentiment entre États du Nord et États du Sud pendant de longues années après la guerre de sécession. Et donc, Michael Berendt nous dit, eh bien, the big lie, le mensonge de l'élection volée, pourrait bien jouer le même rôle dans les années à venir dans la vie politique américaine et continuer de frapper les imaginations. On nous a volé l'élection. Et donc, ce qu'il faut se demander là, c'est ce qui se passera en 2024. Si Donald Trump se représente et qu'il repère les élections, mais qu'entre-temps, on a réussi à redessiner les districts électoraux, que le Parti républicain a réussi à purger de ses rangs tous les dissidents qui, la dernière fois, ont tenu tête. Il y a bien des responsables républicains qui ont tenu tête aux équipes de Trump qui voulaient les intimider, mais on voit le Parti républicain en ce moment se livrer à toutes sortes de manœuvres qui peuvent rendre très inquiets. Alors peut-être qu'on joue à se faire peur, mais il y a beaucoup d'observateurs aux États-Unis qui sont très inquiets de ce qui se passerait non seulement si, c'est pas seulement si les démocrates ne gagnaient pas en 2024, mais c'est si les démocrates gagnaient en 2024, mais que cette fois-ci, le parti de Trump a préparé l'insurrection violente et la prise du pouvoir par la force. Alors, notre Biden, avec tout ça,
parviendra-t-il à nouer, à articuler un nouveau deal pour le 21e siècle? Alors, je l'ai dit, je pense que ce président s'est posé en président thaumaturge presque, consolateur, réconciliateur d'une Amérique divisée, d'une Amérique profondément blessée, et notamment par l'épidémie. C'est-à-dire que je crois que Joe Biden a très bien compris que cette épidémie qui a frappé les États-Unis si durement était également grave parce qu'elle révélait des inégalités profondes qui minent la société américaine. Donc, l'épidémie a sévi très durement aux États-Unis, mais vous savez qu'elle a fait beaucoup plus de victimes chez les Noirs, chez les Latinos, chez les travailleurs pauvres, chez les mères seules. Donc, elle a réellement souligné cet état d'inégalité profonde et grave d'un système de santé qui est très inégalitaire. Vous savez que c'était une des priorités de Barack Obama et qui s'est un peu épuisé à essayer de faire passer cette loi sur l'assurance maladie. Donc, je crois que Joe Biden avait très bien vu tout ça. Et ici, je fais allusion à un autre article qui m'avait beaucoup plu d'un éditorialiste irlandais qui s'appelle Fintan O'Toole, mais qui écrit aussi souvent dans la New York Review of Books aux États-Unis, et qui avait dressé le parallèle entre Joe Biden et les Kennedy. Il montrait que Joe Biden, qui est d'ascendance irlandaise, s'était toujours vu comme une sorte d'héritier des Kennedy, et que comme les Kennedy, il portait avec lui aussi la mémoire du peuple irlandais et de toutes les épreuves qu'il a traversées. Et puis vous savez que Joe Biden a lui-même traversé un grand nombre d'épreuves personnelles. Et donc Fintan O'Toole soulignait que Joe Biden était un personnage en deuil, que c'était un personnage tragique en fait, porteur d'un sens de la perte et du deuil, et donc à même aussi de consoler, de réconcilier. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il se comporte de cette façon, que ses premières prises de parole après son investiture à la Maison-Blanche ont été très solennelles. Il s'est agi d'abord de rendre hommage aux victimes du Covid. Donc, de ce point de vue-là, je crois que Joe Biden a voulu d'abord remettre un peu de décence commune dans la politique américaine et que c'était très important. Il a ensuite, tout de suite, lancé un programme de réforme économique très ambitieuse et réellement transformatrice, dont on peut dire qu'il s'agissait là de tourner la page presque de 30 ans de politique réganienne, ou d'aider les États-Unis à sortir de 30 ans de politique qui avait creusé les inégalités et les injustices économiques et sociales aux États-Unis. Donc, ça signalait un retour de l'État et de l'État-providence, et un retour de l'État-providence pour le XXIe siècle, avec un accent mis très fort sur la transition écologique. Et ça reste une des ambitions très forte et très transformatrice de l'administration Biden. Donc, il y a eu un premier plan de relance, et puis il y a eu les deux plans avec lesquels il bataille en ce moment, ces deux grands plans d'investissement, un sur les infrastructures, un pour les familles américaines, mais on est entré dans des négociations très dures et très tendues au Congrès, comme vous savez. Donc, il a réussi à faire passer le premier, Build Back Better, le programme sur les infrastructures, mais en étant obligé de tordre un peu le bras à l'aile gauche du Parti démocrate, qui ne voulait pas voter ce plan sur les infrastructures s'il n'était pas sûr qu'on voterait aussi le deuxième, qui est le plan le plus social, en fait, le plan sur les familles, où il y a un certain nombre de dispositions pour réparer, par exemple, le système scolaire public, le système d'éducation publique, mais aussi des choses comme le congé maternité, les États-Unis étant une des dernières démocraties avancées à ne pas avoir de congé maternité, donc des mesures sur le salaire minimum, enfin des mesures social-démocrates de base, on pourrait dire, qui sont dans ce deuxième plan. Et donc, on est entré dans une sorte de bras de fer entre l'aile gauche du parti et le centre, et ce sont des négociations très difficiles. Le premier plan est passé, et le deuxième risque fort de rester bloqué au Sénat par un sénateur, Joe Manchin, le sénateur de Virginie, qui est plus conservateur, mais la minorité démocrate au Sénat étant tellement courte, ça pourrait bien rester bloqué.
Alors, ces difficultés politiques sont très grandes. Il y a cette tension entre l'aile gauche et l'aile plus modérée. Mais à vrai dire, on se demande ce que ça veut dire l'aile gauche aujourd'hui. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de souligner ici deux tendances un peu différentes. L'aile gauche qui est très militante sur des questions sociétales, sur la protection des minorités, sur l'antiracisme, sur l'écologie aussi. Et puis, des élus démocrates qui sont beaucoup plus classiquement préoccupés par la question sociale. Un Bernie Sanders, si vous voulez, qui est vraiment un socialiste, en fait. D'ailleurs, il le dit lui-même. Donc, c'est vraiment c'est le socialisme à l'américaine. Donc, on voit se jouer ces tensions entre questions sociétales, questions sociales, et c'est difficile de voir à quel point Joe Biden arrivera à rassembler ses troupes. Alors, en termes de parallèle historique, ce qui me paraît intéressant à souligner ici, c'est le point auquel cette époque ressemble pour moi à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Fin du 19e siècle où on avait vu l'irruption d'un populisme américain, de People's Party, la défense des gens ordinaires contre les grands intérêts économiques, notamment des chemins de fer, de la banque. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce 19e américain, la société américaine s'était transformée très très vite. Il y avait eu une immigration massive qui faisait que vraiment la société s'était complètement renouvelée. Avec un afflux d'immigrés, notamment irlandais, italiens, mais aussi asiatiques. Donc, la population américaine n'avait vraiment plus le même visage. C'était une époque de grands progrès techniques très rapides. Donc voilà, je vous ai dit, c'était le rail, c'était le chemin de fer, c'était les télégraphes, c'était voilà, les techniques financières modernes. Mais aujourd'hui, on a évidemment l'irruption de cette révolution numérique. C'était un moment d'urbanisation très rapide, c'était un moment de capitalisme sauvage, c'était l'époque des barons voleurs. Et l'irruption du populisme dans l'histoire des États-Unis, c'est une révolte contre les barons voleurs. Et donc moi, souvent, je me dis, est-on à une époque d'une nouvelle révolte contre une nouvelle caste, une nouvelle oligarchie de barons voleurs, comme on avait eu à la fin du 19e siècle. Et c'est une époque, en fait, dans laquelle cette première révolte populiste, elle a fait long feu. Ils n'ont pas réussi à faire élire leur candidat. Le parti a disparu. Mais elle s'est fondue ensuite dans ce qu'on a appelé l'ère du progressisme américain, qui a été une ère de réforme, où la Cour suprême, notamment, a pris un certain nombre de décisions et d'arrêts très importants en termes de protection de la vie privée, en termes de régulation de la vie économique. Et puis, ça a abouti de loin en loin, alors évidemment, je passe très très vite, mais à Franklin Roosevelt et au New Deal, qui avait été conquis de haute lutte. Vous vous souvenez qu'il était vraiment en guerre, notamment contre les juges de la Cour suprême, qu'il avait menacé d'inonder de juges qu'il aurait nommés à sa main si elle continuait de lui tenir tête. Mais donc, voilà, Franklin Roosevelt est souvent décrit par un certain nombre d'historiens américains et notamment d'historiens du populisme comme le grand populiste américain. Dans cette acception positive du populisme, qu'on pourrait dire le populisme économique, qui est la défense des gens ordinaires et des classes moyennes contre les grands intérêts économiques. Donc la question pour moi, c'est est-ce que Joe Biden va réussir quelque chose comme ce que Franklin Roosevelt avait réussi à l'époque, et est-ce qu'il va le réussir pour le 21e siècle? Et c'est vrai qu'un certain nombre de propositions en termes de taxation des multinationales, même au plan international, où il a pris la tête d'une initiative pour qu'il y ait un seuil minimum de taxation des multinationales dans le monde. Sa volonté quand même de commencer au moins à réguler les GAFA et le pouvoir immense que ces entreprises ont acquis, et son ambition en termes de transition écologique, pour moi, pointe dans ce sens, mais avec tous les obstacles que j'ai dit. Alors, je conclus. Non, mais c'est dans les temps, ça va. Joe Biden, on l'a pas mal dit aussi, en fait, il a engagé une course contre la montre parce qu'après son élection, en quelque sorte, et parce que la situation politique reste aussi tendue que je vous l'ai dit,
il avait 2 ans, en fait, pour réussir, avec une minorité assez courte à la Chambre des représentants et très, très courte au Sénat, majorité. Et la perspective d'élections de mi-mandat qui, traditionnellement, sont plutôt remportées par le parti de l'opposition. Et là, il y a eu des élections en Virginie et dans le New Jersey, me semble-t-il, qui ont effectivement plutôt donné le signal que l'avantage irait aux républicains. Républicains qui, pendant ce temps, continuent une série de manœuvres pour restreindre l'accès au vote de plusieurs catégories d'électeurs jugés indésirables ou moins désirables, les électeurs des minorités, les électeurs des classes défavorisées. Alors, il y a tout un petit jeu de redistricting, voilà, de faire des comtés qui sont tout rouges ou tout bleus, dans lesquels justement un candidat craint plus la concurrence du candidat qui est plus à gauche ou du candidat qui est plus à droite que d'un candidat de l'autre parti. Mais aussi les conditions de l'accès au vote, quelle pièce d'identité est-ce qu'on doit présenter, est-ce que le vote a lieu un jour férié. Donc là encore, ça doit nous rappeler des épisodes de l'après-guerre de sécession, dans lesquels on a donné le suffrage aux esclaves émancipés. Et ensuite, il y a eu toutes ces manœuvres d'intimidation, le Ku Klux Klan, qui ont visé à priver ces électeurs de leur suffrage. Et réellement, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, et dans des comtés qui jouent un rôle stratégique, on se dit les républicains sont partis dans des manœuvres pour empêcher coûte que coûte ces personnes de voter qui pourraient leur coûter l'élection et pour protéger leur avantage qui n'est plus un avantage démographique aujourd'hui, mais un avantage territorial. Alors, c'était très peu de temps, 2 ans pour réussir, et il en a de moins en moins. Il n'a plus qu'1 an pour essayer justement de délivrer sur ces promesses faites aux classes moyennes américaines et leur donner le sentiment que les États-Unis sont en train de se reconstruire et leur faire passer l'envie de voter pour Donald Trump ou assimiler ou de ne pas voter. Et évidemment, le climat n'est pas du tout engageant. Enfin, je pensais, qu'est-ce qu'on a vu passer dans l'actualité vraiment très, très récente, une nouvelle fusillade dans une école d'un jeune Américain à qui ses parents avaient cru bon d'offrir un fusil pour Noël. Le quasi-acquittement de policiers qui passaient en jugement pour brutalité ou pour meurtre. La remontée de l'épidémie, évidemment, qui est très préoccupante, mais aussi des batailles sur le droit à l'avortement dans l'État du Texas, qui sont des batailles dans lesquelles se rejoue l'équilibre fédéraliste qui avait été trouvé. Hein. C'est toujours qui a le droit de décider de quoi. Est-ce que le droit à l'avortement, ça devrait se décider au niveau du droit des États? Donc, toute cette thématique du droit des États qui en fait, a toujours été une sorte de mot d'ordre voilé pour les fractions les plus conservatrice de l'électorat américain. Tout ça est en train de se rejouer et tout ça fait que le climat n'est pas très engageant. Le Parti républicain, vous m'avez entendu en parler en termes très critiques, mais parce que je crois toujours, quand on s'intéresse à ce qui s'est passé dans les 4 années du mandat de Trump, Trump lui-même est un personnage très inquiétant. Mais ce que je trouve encore plus inquiétant, c'est qu'on les laissait faire en réalité. C'est tous les gens qui ont facilité l'arrivée au pouvoir de Trump et qui ne l'ont pas stoppé ensuite quand ils le pouvaient. Et donc, ces élus républicains qui disent aujourd'hui, oui, c'est vrai, l'élection 2020, elle était quand même pas très claire. On se demande quelle part de sincérité, quelle part d'opportunisme. Mais là encore, il y a beaucoup de commentateurs américains qui disent le Parti républicain est sorti de l'orbite
le Parti républicain avec un grand R n'est plus un parti républicain avec un petit r, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à sanctionner la violation des institutions, des normes démocratiques. Et vous savez qu'immédiatement après l'insurrection au Capitole, quand on a voté pour essayer de destituer ex post Donald Trump, ils étaient seulement 6 à voter pour sa destitution. Donc, ça dit quand même quelque chose sur l'évolution et la radicalisation de ce parti. Et puis, dans le Parti démocrate, on assiste effectivement à ces batailles. Et ici, je vous renvoie à cet article de Nancy Fraser dont j'ai parlé plus tôt, qu'on avait publié dans un numéro sur l'imaginaire des inégalités en 2018, et où Nancy Fraser expliquait que le problème de la gauche américaine aujourd'hui, c'était la façon dont elle souhaitait articuler la question de la reconnaissance et la question de la redistribution sociale. Autre façon de dire la question sociétale ou la question sociale. Nancy Fraser était très critique de ce qui avait été fait au moment des Clinton, etc., où elle dit en fait, il y avait une alliance entre le néolibéralisme et la protection des minorités, c'est-à-dire ce qu'on ne faisait pas pour l'égalité sociale, l'égalité des revenus, on essayait de le compenser par des politiques de reconnaissance des minorités ou de réparation ou de promotion des minorités. Mais donc, elle était très critique de ça et elle dit dans cet article, on a besoin d'une nouvelle coalition de gauche qui arrive à rassembler des forces de gauche autour d'un nouveau projet pour le XXIe siècle. Donc, nous y voilà. Et donc, enfin, je dirais que le défi pour les États-Unis de Joe Biden, c'est le même que pour toutes nos démocraties aujourd'hui, en réalité, qui sont confrontées à 3 types de périls. Ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme autoritaire, donc des politiques ultralibérales qui ont aggravé les inégalités, la précarité d'un certain nombre de personnes, des formes de dépolitisation en même temps et la promotion d'un gouvernement autoritaire. Un autre péril qui est celui de la démocratie illibérale, telle que l'incarne par exemple Viktor Orban ou Kaczynski en Pologne, et où là vous avez l'appel en fait à un peuple qui serait un peuple homogène ethniquement, et le règne d'une sorte de majoritarisme qui aurait le droit d'exclure les indésirables. Et Donald Trump, c'était quand même aussi ça, c'était le retour du refoulé raciste et de l'Amérique blanche qui refuse de devenir un pays où il y aura bientôt une majorité de minorités. C'est aussi ça qui se jouait là. Et enfin, un troisième péril pour la démocratie qui est celui des politiques identitaires et des censures identitaires qui mettraient fin à la possibilité même du débat pluraliste où chacun a le droit de parler, quelle que soit la couleur de sa peau et son identité. Et donc, les États-Unis, à mon avis, en termes politiques, sont devant ces 3 périls, comme nous sommes devant ces 3 périls. Et c'est pourquoi, parfois, en France, je crois, il y a cette espèce de fond d'anti-américanisme qui fait que quand les États-Unis se portent mal, on a du mal à résister à une forme de joie mauvaise en se disant ah, 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 ils nous ont tellement fait la leçon, ben regardez où ils en sont, ils ne sont pas tellement mieux que nous. Et tout ça est vrai. Cela dit, moi, je suis très convaincue que voilà, si ce qui est bon pour General Electric est bon pour les États-Unis, ce qui est mauvais pour les États-Unis, en général, est mauvais pour nous également. Voilà.